L'économie israélienne va être impactée, c'est pas du tout une supposition, c'est une certitude. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant penser au moteur de croissance. Vous avez parlé de la guerre de Kippour, c'est très intéressant parce que je vous rappelle que la guerre de Kippour a été suivie par ce qu'on a appelé la décennie perdue. La décennie perdue, ça a été une décennie de croissance négative et de crise économique énorme qui a été générée d'une part par donc la longueur de la guerre, mais aussi par le fait qu'à la suite de la guerre, les dépenses militaires d'Israël ont grimpé en flèche jusqu'à atteindre 30% du PIB du Mhm. pays, donc avec une nécessité, un ressenti de devoir se défendre devant tous ses ennemis, même s'il y avait eu une victoire écrasante. Et donc tout cela a coûté très très cher au marché israélien, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en 1985 en faillite totale. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors avec vous, je voudrais que nous fassions un point. Ça fait 2 mois de guerre, 2 mois de combat depuis le 7 octobre et on peut déjà commencer à essayer de dresser un bilan du coût de cette guerre, maintenant bilan partiel bien entendu. 2 mois de guerre. On a parlé ces dernières semaines d'1 milliard de shekels par jour que cette guerre coûtait à l'État d'Israël. Vous m'avez fait parvenir une information de Marker qui insistait sur le fait que le prix d'une semaine uniquement pour ce qui est des réservistes, du coût des réservistes de l'armée israélienne qui sont enrôlés dans l'armée israélienne, il y en a plusieurs centaines de milliers, on parle de 300 000 réservistes qui ont été mobilisés. 2 milliards de shekels uniquement pour payer les salaires, on va dire, des réservistes. Au moins ça, tout cela semble énorme. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'État d'Israël dispose des finances nécessaires pour tenir le choc aussi longtemps ? C'est compliqué à dire. On n'est pas du tout rentré dans la guerre dans une mauvaise situation économique, même si les 10 premiers mois de l'année 2023 ont été assez orageux, hein, et on en a suffisamment parlé. Israël a quand même subi un certain nombre de coûts en termes de croissance, en termes de baisse des investissements dans la high-tech, suite à la tempête politique qui a agité le pays pendant les 9 premiers mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas 200 milliards de dollars de réserves monétaires, donc dont la Banque d'Israël a vendu une toute petite partie. Et puis surtout, on a le soutien américain, un package d'aide qui a été voté dès le premier jour de la guerre. Mais effectivement, on pense beaucoup aux munitions, on pense beaucoup aux bombes, aux tanks, à tous les coûts militaires de la guerre. Mais évidemment, derrière tout ça, il y a les hommes et les femmes. Et donc, ce sont plusieurs centaines de milliers de réservistes qui ont été mobilisés. Donc, je rappelle comment fonctionne le mécanisme en Israël. Oui. Si vous êtes réserviste et que vous êtes salarié, c'est votre employeur qui va vous payer votre salaire plein à la fin du mois, enfin au début du mois suivant, puis il va se tourner vers le Bitoire Leumi pour être remboursé. Si vous êtes étudiant ou que vous êtes indépendant, c'est un taux journalier un peu semblable à celui du chômage qui est calculé sur vos revenus de l'année précédente ou des 6 derniers mois avec un système de bonus. Hein. L'État a quand même pas mal mis la main à la poche. Et donc, comprenez bien qu'il s'agit d'hommes entre 25 et 45 ans, disons à peu près, qui sont donc réservistes. C'est le summum de la productivité. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la high-tech, hein, donc ce sont des jeunes gens. Et évidemment, ça coûte très cher de les payer puisqu'on les paye à leur plein salaire. Alors donc c'est de ça qu'il s'agit. alors lorsque ça coûte très cher de les payer, c'est-à-dire je suppose que ça impacte aussi leur productivité puisqu'ils ne sont pas, ils sont à l'armée, ils sont à la guerre, ils sont à la défense, ils ne travaillent pas eux-mêmes. C'est-à-dire là aussi, la productivité de l'État d'Israël est impactée. Absolument. Il y a les coûts directs et les coûts indirects. La Banque d'Israël a sorti un rapport la semaine dernière, vous avez sûrement dû en parler, qui estimait le coût de la guerre possible sur une durée de 3 mois plus ou moins à 163 milliards de shekels et avec les coûts indirects à 200 milliards de shekels. C'est quoi les coûts indirects? Donc, une fois de plus, vous ne vous présentez pas à votre travail, alors vous devez le savoir, on parle autour de nous. Dans la plupart des lieux de travail, ce sont les salariés restants qui font une grande partie de la charge de travail qui n'est pas à eux.
donc beaucoup de personnes font le travail de 2 personnes. Il y a des endroits où tout simplement il y a moins de salariés et ça se voit. Il y a des restaurants, des magasins qui vont ouvrir moins longtemps ou qui vont se débrouiller avec moins de personnel. Il y a aussi toutes les petites entreprises qui sont fermées, hein, évidemment. Si vous êtes graphiste ou si vous êtes un petit restaurateur, bah, vous êtes en mille-wim, vous êtes en réserve, votre entreprise ne fonctionne pas du tout. Et il y a les coûts induits par leur absence dans les familles aussi. Parce qu'il y a les conjoints, les femmes ou les conjoints quels qu'ils soient qui restent à la maison, qui vont devoir s'occuper tout seuls des enfants, qui vont devoir renoncer à des heures de travail, payer des babysitters, il n'y a pas toujours la famille à côté. C'est ça qu'on appelle les coûts indirects. Et enfin, très important, et ce qui va beaucoup impacter le budget de l'État de l'année prochaine, une baisse spectaculaire évidemment des revenus de l'État en termes d'impôts, en termes de recettes, puisque toutes ces personnes-là vont payer moins d'impôts. Alors, on a vu la semaine dernière le budget de l'État a été voté en première lecture. Est-ce que ce budget tient compte de tous ces paramètres que vous venez de nous donner? Alors non, Daniel, et c'est ça la grande catastrophe. Alors ce qui a été voté, ce qui va passer en deuxième et troisième lecture cette semaine, ce sont les correctifs du budget 2023. On n'en est pas du tout au budget 2024. Or, effectivement, dès que la guerre a éclaté, et dans n'importe quel pays qui se trouve avec un effort de guerre aussi massif et des enjeux stratégiques aussi importants, il est évident que le budget de l'État doit refléter les priorités de la société à un temps T. Le budget qui avait été voté en mai de l'année dernière était un budget qui reflétait, eh bien, on va dire, hein, l'ordre de priorité politique de Binyamin Netanyahou et sa volonté que son gouvernement tienne le coup à tout prix, en particulier autour de ces fameux budgets de coalition, Oui. hein, dont on avait beaucoup parlé, qui sont des budgets totalement sectoriels, hein, c'est la règle en Israël. Le budget de coalition, c'est le bonus que vous recevez quand votre parti se joint à une coalition, quelle qu'elle soit, et qui va donner des budgets, enfin des financements à des choses qui sont, on va dire, chères à votre cœur. Sauf que d'habitude, les budgets de coalition tournent autour des 1 à 2 milliards de shekels par an. C'est vraiment le petit cadeau, la petite cerise sur le gâteau. Or, sur cette dernière législature, le budget donc biannuel, hein, 2023-2024 ensemble, a été voté avec une somme sans précédent de 14 milliards de shekels de budget de coalition, dont la plus grande partie a été attribuée au parti ultra-orthodoxe de la coalition sous forme du doublement de l'allocation que l'on donne aux Avrechim, hein, donc ce sont les personnes qui étudient à plein temps dans les yeshivot et qui ne donc contribuent pas au marché du travail, mais aussi un alignement des salaires des enseignants du système ultra-orthodoxe sur celui du système dit national. Donc, c'est toutes sortes de sommes qui étaient très importantes. Et quand on a décidé d'adapter donc le budget, hein, des déclarations ont été faites immédiatement après que la guerre a éclaté. Il faut adapter le budget à l'effort de guerre. On était censé retirer de ces budgets de coalition la totalité des sommes qui ne contribuaient pas à l'effort de guerre. Donc, c'était censé être quelque chose comme 3 milliards et demi de shekels sur les 4 milliards qui concernaient 2023, puisqu'il y a encore 10 milliards pour 2024. Et ça n'a pas du tout été le cas. Des arbitrages ont été faits. Le ministère des Finances a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées. Et finalement, le gouvernement a coupé à peine 860 millions de shekels de ses budgets, les partis ultra-orthodoxes ayant bien fait savoir à Binyamin Netanyahou qu'il n'était pas question de leur retirer leurs cadeaux et qu'en cas de coupe dans leur budget à eux, ils quitteraient le gouvernement. Donc c'est ça qui s'est passé et c'est ce budget-là qui est en train d'être voté. Alors, c'est ce budget, je sais pas, j'hésite à vouloir vous faire rentrer dans les détails parce que c'est vrai qu'en temps de guerre, c'est peut-être pas le sujet le plus important, mais les orthodoxes, eux, quand ils disent que finalement, ces budgets, ils sont appelés budgets coalitionnistes, mais en fait, normalement, ils devraient rentrer, par exemple, pour ce qui est des salaires des enseignants, eh bien, ils devraient rentrer dans le budget du ministère de l'Éducation, comme l'ensemble des enseignants de tout le système éducatif israélien avec toutes ses composantes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un vaste sujet, Daniel. Il faudrait qu'on fasse C'est ça, je sais bien. une émission que sur ça. Non, en fait, il n'y a aucune comparaison parce que les budgets des salaires des professeurs du système ultra-orthodoxe ne sont pas versés aux professeurs. Ils sont versés à des associations qui dirigent les réseaux ultra-orthodoxes. D'une part, Mahayan Chinour Torani pour le chasse. D'autre part, le Chinour Haatzmaï, donc ce qu'on appelle l'éducation indépendante pour Yahadut Torah. Et donc, on n'y a aucune transparence. On ne sait pas exactement quel est le salaire que vont
recevoir ces professeurs. C'est une somme qui a été fixée de façon arbitraire sur un système qui n'est pas supervisé. Je rappelle qu'il y a pour tout le système ultra-orthodoxe, avec 500 000 élèves, uniquement 50 inspecteurs qui sont souvent pas autorisés à rentrer dans les écoles. C'est quelque chose de très problématique. On rappelle également que la plus grande... Voilà. C'est compliqué, il faudra en parler, mais les enseignants n'ont pas les mêmes niveaux de diplôme, ne font pas de formation, ne sont pas affiliés à la Histadrout, donc on leur accorde des avantages sans qu'ils aient le système de supervision qui va avec. Bon, alors on va refermer la parenthèse là-dessus pour revenir au budget de la guerre. Effectivement, je me rappelle qu'on s'est parlé depuis le 7 octobre, vous m'aviez dit qu'effectivement il y avait de l'argent dans les caisses de l'État, que si je ne m'abuse, le gouverneur de la Banque d'Israël avait très rapidement libéré, je ne me rappelle pas exactement de la somme, je pense que c'était 30 milliards de shekels au début qui avaient été libérés. Là maintenant, combien de temps, alors je pose la question parce que là on s'achemine vers un conflit de longue haleine, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'État d'Israël, peut-être à comparer avec la guerre de Kippour qui a été une guerre très courte mais qui a mobilisé les réservistes pendant plusieurs mois après la guerre. On ne le sait peut-être pas obligatoirement, mais est-ce que combien de temps on peut tenir comme ça? Combien de temps l'économie israélienne peut tenir sans être douloureusement impactée, ou alors comment elle est douloureusement impactée, elle risque d'être impactée dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? L'économie israélienne va être impactée, c'est pas du tout une supposition, c'est une certitude. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant penser au moteur de croissance. Vous avez parlé de la guerre de Kippour, c'est très intéressant parce que je vous rappelle que la guerre de Kippour a été suivie par ce qu'on a appelé la décennie perdue. La décennie perdue, ça a été une décennie de croissance négative et de crise économique énorme qui a été générée d'une part par donc la longueur de la guerre, mais aussi par le fait qu'à la suite de la guerre, les dépenses militaires d'Israël ont grimpé en flèche jusqu'à atteindre, vous vous en souvenez sûrement Daniel, 30% du PIB du pays, donc avec une nécessité ressentie de devoir se défendre devant tous ses ennemis, même s'il y avait eu une victoire écrasante. Et donc tout cela a coûté très très cher au marché israélien, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en 1985 en faillite totale, parce que les priorités n'étaient pas les bonnes. Je vous rappelle ces histoires de pensions, de la Histadrout, d'allocations qui étaient trop élevées. L'État d'Israël tout simplement n'arrivait pas à équilibrer ses dépenses et ses recettes. Et aujourd'hui, le niveau de vie des Israéliens n'a évidemment rien à voir avec celui des années 70. On est un pays très riche, avec un PIB très élevé, mais les recettes de l'État doivent quand même venir de quelque part. On ne peut pas s'endetter à tout jamais. Il est à craindre que les agences de crédit, de notation, qui sont maintenant qui font la loi sur les marchés financiers, ne sanctionnent durement Israël si le pays n'est pas capable de faire les sacrifices qu'il faut afin de financer sa guerre. Et évidemment, le ministère de la Défense va demander peut-être une rallonge du service militaire obligatoire, encore des dépenses, encore des systèmes, encore des budgets militaires. Il va falloir les prendre quelque part. Et c'est pour ça que c'est si important de montrer au marché qu'Israël est prêt et comprend qu'il faudra faire des sacrifices. Et c'est toute la population qui va payer le prix, Daniel. C'est une évidence. Sous quelle forme? C'est pour ça qu'il faut que le fardeau soit porté par tous. Sous quelle forme? Sous forme d'augmentation d'impôts, dont on parle déjà aujourd'hui, quelque chose auquel Netanyahou, qui est un libéral apôtre de Milton Friedman, s'est toujours refusé, mais les impôts, ça sert aussi à financer la croissance, sous forme d'augmentation des prix, des primes d'assurance, de la rallonge du service militaire obligatoire. Tsahal demande déjà 36 mois pour les hommes, donc ça c'est 3 ans pendant lesquels vous n'allez pas commencer vos études, vous n'allez pas gagner d'argent, votre durée de vie travaillée va être plus courte et vous allez gagner moins d'argent, c'est une perte nette pour la population. Ça va être aussi une baisse des revenus de l'État, donc on va devoir couper dans les budgets sociaux, ça veut dire moins d'aide pour les enfants en difficulté, et c'est pour ça que cette redistribution qui pour l'instant a été faite beaucoup de façon sectorielle doit être rééquilibrée en faveur de toute la population, dont on rappelle que tout le monde ne sert pas dans l'armée de la même façon, et c'est important que tout le monde ressente que le fardeau est porté de façon égale. Eh bien, Yael, comme d'habitude, c'était très intéressant de vous parler, de mieux comprendre un peu une situation qui est pas obligatoirement, pas facile à comprendre, qui est complexe en elle-même et qui est pas facile à expliquer. Merci beaucoup, Yael, de nous avoir décrypté cette situation économique de l'État d'Israël pendant cette guerre et les perspectives tout de suite après la guerre ou pendant les prochains mois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt.
Merci Daniel, Shavuot Tov.